Hello Franck, nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission spéciale Neo Geo et on va commencer avec Metal Slug 3. Très bon Metal Slug, peut-être même peut-être le meilleur, considéré je pense. Par beaucoup, ouais. En tout cas, moi c'est mon préféré. 700 mégas, donc on voit qu'il y a quand même aussi pareil beaucoup d'étapes d'animation dans le. C'est un beau bébé, effectivement. Ouais. Et surtout les décors. Alors là, c'est carrément fou les décors. Il faut absolument que les gens qui ne connaissent pas regardent sur YouTube, par exemple, une vidéo de gameplay pour voir la richesse de tous les décors qui sont incroyables, la taille des boss aussi, l'animation des boss. Et ce que j'adore particulièrement, moi, c'est un jeu en fait qui se prend pas vraiment au sérieux. Il y a beaucoup d'humour dedans, et en fait, ça passe par les animations. Souvent, les petits personnages, lorsqu'on va arrêter de les déplacer à l'écran, ils vont avoir une petite étape d'animation avec une petite morphe qui coule du nez, ou le personnage qui est au bord d'un précipice, qui va faire un mouvement comme s'il allait tomber. Il y a plein de petites choses, vraiment, ça fourmille de détails, et c'est un régal à regarder, vraiment. Et on découvre encore des nouvelles choses au bout de plusieurs années, je continue encore à voir de nouveaux détails. Et pour revenir maintenant sur Mark of the Wolf, tu en as un autre là. Alors là, pour le coup, c'est le même, c'est Mark of the Wolf, mais en version américaine. Ah ouais. Et également, il a été réédité cette année en version PlayStation 4 par Pixel Love, avec un nouveau packaging. D'accord. Donc vraiment, l'héritage de la Neo Geo est toujours présent aujourd'hui. Alors pas mal, le design un peu sombre, je trouve. Mais bon, ça reste dans l'esprit quand même de ce qu'on pouvait faire à l'époque en termes de jaquette. Mais c'est pas mal quand même. Et là, il y a quand même très peu de différence sur les deux versions. Il y a un gros sticker là, 680 mégas. Mais à part ça, c'est presque la même chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvait souvent sur les boîtes américaines. Tu montrais le Fatal Fury tout à l'heure. Mais par rapport aux boîtes japonaises, sur les boîtes américaines, on mettait en avant la taille mémoire. C'était vraiment un argument choc, vrai, comme si les Américains avaient besoin effectivement qu'on leur mette un gros chiffre dessus. Tout devait être gros. Hein. C'est ça. C'est normal. Donc c'est vrai que là on voit bien le 55 mégas, mais à l'époque c'était un vrai argument de vente, donc ça valait le coup certainement de le mettre en avant. Donc ça c'est top. Ok, donc ça pour toi c'est le meilleur jeu de baston de... Tout à fait. Mais toute console confondue ou il y a mieux? C'est celui auquel je continue à jouer encore aujourd'hui. Et donc il n'y a pas de jeu sorti récemment qui dépasse ce jeu en 2D, même en 3D? Il n'y en a pas? Non, moi je suis plus culture 2D, et justement par rapport à tout ce qu'on a abordé là, c'est-à-dire que sur la 2D, il y avait ce charme effectivement du pixel, ce charme du détail, de l'animation qui était composée, qui ressemblait un petit peu plus à un dessin animé, et qui s'est perdu avec la 3D. On a des jeux qui sont magnifiques en 3D, que ce soit les derniers Virtua Fighter sortis il y a quelques temps, ou que ce soit les derniers Tekken, c'est très beau, mais après ça ne me touche pas. Ok, ben c'est normal, puisque c'est vrai que ça, pour ceux qui ont connu cette époque, je pense que tous les gens de notre génération qui ont lu Console Plus, Joypad, tous ces magazines de jeux vidéo, ont bavé devant les screenshots de ces jeux, hein, parce que c'était vraiment... moi je me souviens Mutation Nation aussi, voir les graphismes de... Puis on rêvait surtout parce qu'on n'avait pas... On aurait pas pu les acheter, c'était impossible de les acheter, de trouver financièrement de quoi les acheter. C'est ça. Et nos parents, enfin moi j'aurais dit à mes parents, ben, je vais acheter un jeu à 500 € le jeu. Déjà ils m'auraient pas donné les 500 € et je les avais pas, mais en plus ils auraient mis leur veto, je pense. Ils auraient trouvé ça ordurier. C'est démesuré. C'est démesuré. Par rapport à ce que c'est. Et après je pense qu'il y a aussi une chose qui s'explique dans notre amour pour ces jeux à l'ancienne, on va dire. C'est qu'à l'époque, on était dans la culture de l'image, du dessin animé. Et c'est vrai que les générations suivantes, à partir d'un certain Toy Story, ont été habitués plutôt à voir des films en images de synthèse. Donc eux n'ont pas nécessairement plus d'affect avec la 2D qu'avec la 3D, sur les jeux de combat. Mais c'est vrai que notre culture à nous, en dessin animé, on va dire, toi comme moi, ça va être du Dragon Ball, du Akira, des choses comme ça. Et Akira qui a été une grosse influence sur certains jeux Neo Geo d'ailleurs, que ce soit Last Resort, King of Fighters 94 ou Kizuna Encounter, dans les décors de fond, qui souvent étaient limite plagiés ou décalqués, ou même certains personnages, on retrouve une copie de Tetsuo dans un des King of Fighters. C'est le 90. Dans le 2001. Alors c'est le personnage de K49, et pour la petite anecdote, il est doublé par le doubleur de Tetsuo dans le film d'animation. Et on n'a pas pris, on l'a pas pris le shoot là.
Last Resort. Ouais, Last Resort. Alors, J'ai oublié moi aussi. Mais, donc on n'a pas pris, mais dans ce jeu, le premier niveau, ça se passe dans Neo Tokyo, quoi, en gros. Exactement, ça se passe dans Neo Tokyo et le décor de fond en fait reprend exactement les buildings, les gratte-ciel avec les lumières que l'on voit justement dans toute la scène d'introduction d'Akira. Parfait. T'as quand même amené un petit shoot sympa là. Prehistoric Eye 2. Exactement. Alors ça, je te laisse. Alors déjà, ce jeu, moi je ne collectionne que les AES. C'est le terme qui signifie que c'est un jeu pour le marché des consoles, AES. Et de l'autre côté, donc, on a les MVS, qui sont les cartouches, on le voit là, ici, MVS, qui sont les cartouches pour le marché de l'arcade des professionnels. Et donc ce jeu n'est jamais sorti en AES. Non. Donc il était disponible uniquement qu'en MVS. Donc si on voulait l'acheter, d'ailleurs je ne sais plus si les cartouches... Ah non, on ne peut pas, il faut un adaptateur pour faire tourner ces jeux. Puisqu'elles ne sont pas compatibles, tout à fait. Mais il y a un adaptateur qui existe. Il existe un adaptateur qui s'appelle Phantom. Ah oui, c'est ça. Et donc après on peut utiliser les jeux d'arcade sur une console de salon. Exactement. Voilà. Ce qui n'est pas très esthétique, mais qui permet d'économiser pas mal d'argent et de jouer avec des jeux inédits. Ouais, mais on a cette boîte en carton à la place de cette beauté. Exactement. Donc d'où aussi le peu d'intérêt des collectionneurs pour ces versions-là. C'est ça. Parce qu'elles sont carrément moins sexy quand même. Une boîte en carton même pas illustrée avec un pauvre titre. Ça se dégrade beaucoup plus facilement aussi. Mais après, il y a les marquis dedans. Alors peut-être que tu peux nous les montrer parce que ça, c'est quand même très joli. Oh, sur celui-ci, on va être... Je ne sais pas si sur celui-là, elles sont intéressantes. Alors, bonne question, parce que je t'avouerai que je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps. Ah, mais si, du coup, on va avoir ce dont tu raffoles, c'est-à-dire les petits stickers. Ça, c'est magnifique. On le collait donc sur les bornes. Ah, exactement. Et souvent, on avait aussi des explications, des coups spéciaux et tout ça. Exactement. Donc là, je pense qu'on doit expliquer à peu près le système de tir du jeu. Et après, on a, comme tout à l'heure, la mini marquis que l'on mettait en haut de la borne, en fait, pour indiquer le jeu qui était joué. Et là, on voit déjà les types d'armes possibles, les boutons aussi. On ne voit pas les fonctionnalités. Mais non, c'est plus décoratif, ça, à la limite. Ouais. Et les flyers, pareil, qui eux, généralement, étaient plutôt à l'entrée des salles d'arcade, qui étaient dans des pochettes plastifiées pour que les gens puissent voir, pareil, un petit peu le système de jeu, un petit peu comme on faisait dans les cinémas, où on mettait des affiches pour un petit peu attirer le client. Voilà. Très beau. Et donc ça, c'est un très bon shoot. Exactement. Aussi. Parce qu'il y a, je crois que c'est le même. Est-ce que c'est le même principe que dans Pulsar et dans Blazing Star, où les sprites ont été modélisés à partir d'éléments 3D? Oui, celui-ci effectivement, c'est la technique du rendering qui a été utilisée. Donc un petit effet, pour vulgariser, c'est un petit effet de relief sur tous les véhicules, sur tous les adversaires, qui a un petit côté pâte à modeler du coup, qui rend un petit peu kitsch, mais en même temps qui a son charme. Ouais, parce que moi je me souviens de Blazing Star, je crois. Oui. Donc où là, le vaisseau même, ou les ennemis, on les voit un peu tourner. C'est un peu la même technique que dans Donkey Kong sur Super Nintendo à l'époque. Donkey Kong Country, voilà, qui a vraiment rendu cette technique célèbre et qui a été réutilisée par la suite effectivement dans plusieurs jeux Neo Geo. Donc ça, c'était un peu déjà là sur la fin, là, non? Ça date de quand ça? Celui-ci, c'est 98 si j'ai bonne mémoire. D'accord, donc 98, les jeux, les plus gros jeux à l'époque, mais 98 c'était la Nintendo 64 avec Ocarina of Time. Voilà. 98. PlayStation, Metal Gear Solid. Ouais, la fin de la PlayStation quand même. Ouais, presque l'arrivée de la Dreamcast. L'arrivée de là, oui, novembre 98. Ou novembre 98 au Japon, effectivement. Et donc voilà, ça c'est quand même des objets magnifiques. Et tu as un autre, petit jeu particulier? Alors, je vais te poser une petite question. Ouais. Est-ce que tu savais que SNK avait été, on va dire, un des précurseurs, avait failli être un des précurseurs du jeu en ligne? Alors, pas du tout, non. Alors, pour la petite anecdote, SNK avait prévu, il fut un temps, un modem pour sa console pour pouvoir jouer en ligne, pour pouvoir comparer les scores et éventuellement pouvoir jouer. Mais il y a quelque chose de plus sympathique encore, avec 3 jeux Neo Geo, Trash Rally, League Bowling et celui-ci qu'on va montrer, qui s'appelle Riding Hero. Donc on rappelle que tu sais tout ça aussi parce que tu as potassé ton sujet, parce que tu as écrit la Bible Neo Geo chez Geekline. Sinon je ne connaîtrais rien du tout. Non, mais déjà tu étais un gros joueur de Neo Geo, mais tu as quand même bien potassé le truc. Ça, alors, je savais pas. Comme on peut le voir, alors, pour tous les viewers, là il y a une petite prise jack. Jack, c'est quoi? C'est les prises qu'on a pour les casques audio, tout simplement, sur les smartphones ou sur les Walkman, pour les plus anciens d'entre nous. Ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, dans cette boîte, je te laisse même le faire, tu peux l'ouvrir et tu vas trouver un petit cadeau à l'intérieur de la boîte.
sur le contour. Ah oui, alors là, ça, c'est vrai qu'il faut le voir. Là, ici, Exactement. il y a un câble. Et en fait, voilà, SNK avait filé le câble. Et ce qu'on pouvait faire en fait avec ce câble jack, c'est qu'on pouvait relier deux consoles via la cartouche. Ça faisait un pont. Et on pouvait jouer l'un contre l'autre. Avec deux télés, deux consoles et deux jeux. Donc, ce qui quand même coûtait énormément d'argent. Ouais, d'accord. Mais je savais pas du tout ça. Et voilà, et c'était un système qui était même utilisé en interne dans les locaux de SNK. Ça, c'était très rigolo. Avec le jeu Trash Rally, qui est un jeu de voiture. Et ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'ils avaient relié 4 bornes ensemble. Et pendant les pauses, à chaque fois, ils faisaient des concours. Et il y a même un des développeurs, qui était connu sous le nom de Nightmare Tony, qui nous a quittés depuis quelques années, qui s'était carrément fabriqué un volant et un pédalier, parce qu'il était extrêmement mauvais au jeu. Il voulait essayer de battre ses collègues. Bon, le volant et le pédalier l'ont pas aidé à être meilleur, mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler. Et il y a plein de personnes qui continuent à parler de ces histoires de tournois en interne avec les équipes de SNK au milieu des années 90. D'accord, mais je ne savais pas du tout. Par contre, tu disais que SNK a failli être un des pionniers de la vente du jeu en ligne. Enfin, non, pardon, du jeu en ligne, mais je ne sais pas si tu sais, mais sur Mega Drive, il y avait déjà un modem. Tout à fait. Donc on pouvait déjà jouer sur Mega Drive qu'au Japon. D'ailleurs, nous en Europe, ça a été la Dreamcast, je crois, qui a été la première console à proposer un modem, une connexion Internet. Mais au Japon, ils avaient déjà une connexion téléphonique sur les 16 bits. Ils étaient en avance sur nous. Et je vois que d'ailleurs, tu as payé, il y a encore le prix en yens, je ne sais pas si on le voit là. Donc tu l'as acheté à Softmap, alors peut-être quand on était ensemble au Japon. Tout compris. Donc en 99. Exactement, été 99. Puisque on se connaissait d'avant, mais on est parti ensemble pour notre premier voyage au Japon. C'était quand même un souvenir mémorable. Et donc tu l'as acheté donc 3280 yens, ce qui fait à peu près 25 €. Très cher. Voilà, donc chez Softmap. Alors pour les gens qui connaissent le Japon, à Tokyo, il y a plusieurs moyens d'acheter des jeux rétro, soit d'aller à Akihabara, qui est le quartier de l'électronique, ce qu'on a fait d'ailleurs, comme tout le monde, on est allé arpenter les rues d'Akihabara et on a trouvé tout ce qu'on voulait. Et il y a des petits magasins indépendants, mais il y a aussi des chaînes. Softmap, ça fait partie des chaînes qui seraient à peu près l'équivalent d'une chaîne de l'électronique chez nous. Qu'est-ce qu'il y aurait, je sais pas, Jiffy, je dis n'importe quoi, non, Jiffy c'est pas des produits électroniques, mais la Fnac, par exemple. Voilà, Boulanger, Fnac. Boulanger, voilà. Et donc, ils avaient un étage entier, à l'époque où on y est allé, consacré aux jeux d'occasion, et c'était super pas cher. C'était vraiment très très bon marché. C'était moins cher que dans les boutiques spécialisées dans lesquelles allaient en priorité les touristes. Et là, il fallait le trouver, le rayon rétro, mais c'était pas cher. Voilà. Et ça valait le coup de trouver le rayon. On était récompensés. Ouais. On était récompensés, tout à fait. Un autre jeu que, pour moi, qui m'a vraiment marqué à l'époque où j'allais dans les salles d'arcade pour voir les autres jouer, parce que moi je faisais partie des mecs qui mettaient pas de pièces dans les jeux mais qui regardaient les autres jouer, ça coûtait pas cher et on passait de bons moments. Et ce jeu, il était absolument fantastique, c'est Art of Fighting. Avec des sprites qui étaient peut-être deux fois plus gros. Et qui prenaient quasiment la hauteur de l'écran. Ouais. Ce qui à l'époque était révolutionnaire. Ah ouais, on n'avait jamais vu ça. Non, clairement. On n'avait jamais vu ça, mais c'était pas que ça. Il y avait aussi cet effet de zoom. On pouvait aller sur deux plans, non? Alors non, ça c'est dans Fatal Fury. Ah, c'est dans Fatal Fury, mais il y avait quand même des zooms dans celui-là. C'est ça, tout à fait. Alors en réalité, il y a un effet de dézoom. Oui, voilà. Parce que les sprites ont travaillé vrai. En taille plein écran, et il y a un petit effet de dézoom lorsque les personnages s'éloignent l'un de l'autre. Mais c'était impressionnant. Et c'était impressionnant surtout parce qu'à l'époque, le zoom, c'était dans les magazines, quand on voyait le mot zoom, on savait que techniquement, il y avait un niveau supérieur dans la réalisation du jeu. La Mega Drive, elle n'était pas capable de gérer des zooms, ou alors de très mauvaise qualité. Ouais. La Super Nintendo, elle gérait des zooms via le mode 7 un petit peu, mais c'était pas fou non plus. Pas très joli. Donc les zooms, c'était vraiment une des particularités des consoles ou de l'arcade ou de la Neo Geo. Et ce jeu, c'était vraiment... Alors ça, par contre, au niveau du gameplay, ça donnait quoi, Art of Fighting? C'était pas génial. Ah bon? On va pas se mentir, on était plutôt dans la veine du premier Fatal Fury. Et les collisions n'étaient pas exceptionnelles, le système de jeu était un peu lourd. Mais c'est vrai que ça faisait son petit effet, parce que visuellement, c'était une claque. Et il y en a eu combien? Il y en a eu 3. Et est-ce que le 3 est plus abouti du coup? Alors le 3 est très différent en termes de gameplay. Il se rapproche un petit peu des jeux de combat en 2D. Donc on a un gameplay qui est un petit peu plus posé. Et on a une animation qui est extrêmement détaillée. Et c'est avec Garou Marcos Wolf le jeu qui a l'animation la plus détaillée pour un jeu de combat. D'accord.
Bon, parfait. On va peut-être finir en montrant quelques petits goodies sympas. Alors là, on peut voir ces magnifiques mochetés. J'en suis très fier, ouais, ils sont particulièrement moches, ça c'est clair. Épouvantables. Mais ils sont vraiment très chouettes. Ouais. Ils sont de 93 apparemment, donc vraiment parmi les premiers goodies, les premières figurines disponibles. À l'époque, ça se faisait très peu. D'ailleurs, SNK et Capcom ont été un des premiers à fabriquer des produits dérivés sur les jeux vidéo. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque. C'est vrai. Et elles sont particulièrement gratinées, celles-ci. Donc ça, c'est chouette. Après, il y avait des magazines aussi là, sympas en arcade. Oui, parce que SNK a aussi eu son propre magazine qui s'appelait Neo Geo Freaks, qui a duré pendant un petit moment, pendant plusieurs années, qui a suivi un petit peu la durée de vie de la console, quasiment, et qui était un magazine dans lequel on pouvait trouver pas mal d'infos sur comment progresser dans les jeux, comment passer tel ou tel combo dans tel jeu de combat. Il y avait des petites astuces, il y avait des concours de dessin aussi. Il y avait des posters également. Voilà, c'était un magazine qui s'adressait vraiment aux passionnés et c'était sympa puisqu'on pouvait aussi avoir des petits dessins, des petits crayonnés de la part des dessinateurs et des designers qui travaillaient sur les différents jeux de la machine. Donc ça, c'était super chouette. Magnifique. En France, évidemment, on n'avait pas grand-chose de tout ça. On avait ces espèces de petits catalogues que j'ai massacré, regarde, avec des, tu vois, à l'époque. C'est un sacrilège. Ouais, là c'est vraiment pathétique. Là, les fans de SNK, ils vont adorer. On voit encore les trous dedans. Mais ça, c'était un petit catalogue donc qui montrait les différents jeux. Avec ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on voit là, on voit bien que ce qui est mis en avant, c'est les mégas. 46 mégas, 50 mégas, 62 mégas, comme ça on faisait son choix en fonction des mégas presque. Donc plus le jeu était gros, plus ça donnait envie de l'acheter. Donc ça c'était les magazines français et j'ai quand même des jolis trucs là. Donc ce qu'on peut dire sur la Neo Geo, un dernier truc, peut-être une dernière anecdote. Oui, parce que tu parlais justement de la taille des jeux Neo Geo qui étaient mis en avant et il y a une petite anecdote qui est assez sympathique pour un certain Metal Slug X. Qui est le troisième jeu à être sorti. On a eu Metal Slug 2, Metal Slug X et Metal Slug 3 est arrivé juste après. Et en fait, Metal Slug X, c'est une version, on va dire, remaniée, un petit peu améliorée de Metal Slug 2, qui enlève quelques ralentissements, qui modifie des couleurs dans les décors, l'ordre des stages. Et le jeu, si on regarde, en fait, entre Metal Slug 2 et Metal Slug X, on gagne quasiment 200 mégas de place mémoire en plus, alors que les jeux sont extrêmement similaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lié à la genèse du développement de Metal Slug 3, c'est que Metal Slug 3 était tellement ambitieux pour la console que SNK savait qu'il n'arriverait pas à le sortir à temps. Puisqu'à l'époque, il sortait un Fatal Fury tous les ans, un Art of Fighting quasiment tous les ans, un Samurai Shodown et un Metal Slug, et aussi un Super Sidekicks, leur jeu de football. Il y avait vraiment comme ça une récurrence. Et le Metal Slug 3, ils savaient qu'ils n'allaient pas être à temps. Donc ils ont balancé un petit peu à la hâte ce Metal Slug X. Et ce qui est rigolo, et c'est pourquoi le jeu est lourd en place mémoire, c'est qu'en fait, lorsqu'on fouille la ROM du jeu, donc c'est-à-dire la mémoire du jeu à l'intérieur de la cartouche, on découvre des morceaux de stage de Metal Slug 3, des personnages prévus dans Metal Slug 3, et on a aussi, ça c'est très rigolo, une version orchestrale du thème de Metal Slug 1, qui a été inutilisée par la suite, mais du coup ça explique pourquoi le jeu prend beaucoup de place, et ça explique aussi en partie pourquoi Metal Slug 3 est arrivé après celui-ci. Vraiment, c'était un jeu qui était au-delà de ce que SNK avait l'habitude de faire en termes de développement et de durée de développement. Et est-ce qu'on sait pourquoi ils ont laissé ces éléments dans la cartouche qui prend de la place du coup? Ça prend de la place, ces éléments. Et à l'époque, les mégas, ça coûtait cher. Tout à fait. Alors, on n'a pas l'explication. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est que lorsqu'on part d'un chantier, et puis en gros, les ouvriers étaient un petit peu fatigués, ils se sont dit on laisse tout dans le chantier, on s'en fiche. Donc, ça devait être trop compliqué parce que ça devait peut-être générer des problèmes sur l'ensemble des niveaux préexistants. Ok. Bon, ben parfait, je pense qu'on a fait à peu près le tour là sur la Neo Geo. On fera peut-être une autre émission un jour sur ce thème. Mais en tout cas, merci d'avoir participé et de nous avoir donné tous ces éléments bien sympas. Merci à toi on se revoit pour une prochaine. Avec grand plaisir. Ciao. Bye bye.